Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour une petite présentation du Giro 2021 qui commence la semaine prochaine. Donc voilà, une semaine avant je vais faire ma petite présentation, on va présenter les étapes clés, les favoris. Voilà, donc une vidéo, on va dire un petit peu actualité vélo. Donc on va commencer avec le parcours, vous voyez la carte s'afficher avec les 21 étapes. On voit qu'il y a beaucoup d'étapes dans le nord de l'Italie, on ne fera pas la Sardaigne et la Sicile et aussi le bas de l'Italie, on est vraiment concentré sur le haut avec une moyenne kilométrique de 164 km et en tout on aura 3450 km et deux contre-la-montre, le premier et le dernier jour, mais assez court les contre-la-montre. Je vais passer aux étapes clés. La première, ça sera l'étape numéro 9 entre Castel di Sangro et une arrivée à Campo Felice. Vous voyez cette première étape, hein, étape 9, il y a quand même pas mal de difficultés. Et ce final qui est quand même assez piégeux, à mon avis, ça ressemble un peu à l'étape que Pogacar avait remportée sur la Vuelta il y a 2 ans. C'était l'avant-dernière étape. Donc une étape où on peut peut-être avoir des attaques de loin, des attaques de loin aussi, mais un final qui peut être assez redoutable. Ensuite, celle qu'il faudra surveiller, ça sera la 11e, avec vous voyez les petites zones grisées sur la carte. Ça sera des routes en terre, un petit peu comme sur les Strade Bianche pour cette étape entre Perugia et Monte Calcino. Donc une étape vallonnée avec des petites routes comme ça, hein, très longues. Hein. Vous voyez un secteur de 9, de 13 km 500, 7 km 600 et 5 km sur des bosses en plus. Donc ça peut faire d'énormes dégâts. Attention aux crevaisons, attention aux chutes. Il faudrait pas un mauvais temps sur cette étape parce que ça pourrait vraiment être terrible pour pas mal de coureurs. L'étape numéro 12 ensuite entre Sienne et Bagno di Romagna. Je l'ai noté puisque vous voyez, hein, c'est une étape où on peut avoir peut-être des attaques de loin, mais aussi cette étape qui a l'air assez accidentée avec une belle descente. Et une arrivée finale en descente, donc attention peut-être aux attaques aussi sur cette 12e étape. La 14e, ben forcément, elle sera à surveiller. Une arrivée aux zones Colan, c'est toujours à surveiller. Le début, on aura une petite bosse en début d'étape. Ensuite, on aura un col et on finira par le monter zone Colan, bien évidemment, un mont mythique. Et on s'en rappelle de la victoire de Froome hein, en 2018. Il y a tout le temps de belles étapes aux zones Colan, donc on a hâte de voir ça. Ça sera une des étapes clés, je pense. Et peut-être peut-être qu'un baroudeur, voire un puncher pourrait peut-être être leader avant le zone Colan. Là, je pense qu'on aura vraiment déjà un classement général dessiné pour la 14e étape. Et la dernière semaine qui sera terrible, avec pour la 16e étape une arrivée à Cortina d'Ampezzo, mais vous voyez ce final avec le Passo Gio notamment, et l'altitude monstrueuse, on aura 3 cols au-dessus de 2000 mètres, donc ça va être vraiment une étape comme on aime sur le Giro, avec potentiellement une bataille pour le maillot de meilleur grimpeur, mais aussi forcément une bataille pour le général avec potentiellement des attaques de loin. Des étapes comme ça, de toute façon, sur le Giro, elles sont toujours mémorables. L'étape 17 aussi qui sera surveillée puisque on arrivera au Sega di Alla, donc un final aussi avec avec deux gros cols hein, bien sûr et une montée sèche pour terminer. Donc là hein, c'est les montées sèches comme ça. 17e étape, ça sera peut-être une échappée qui ira au bout aussi, mais à coup sûr une grosse bataille pour le classement général. Et comme j'ai dit, la dernière semaine est terrible parce que la 18e étape, 19e pardon, on aura une arrivée à l'Alpe di Mera et vous voyez aussi un final avec une montée sèche comme ça, mais avant d'attaquer la montée déjà on aura un sprint intermédiaire au pied plus un petit faux plat montant. Ce final me fait penser un peu à un final d'Andorre Arcalis sur le Tour de France. Et la 20e, là, le classement général pourra vraiment encore un peu plus se plier. Vous voyez cette étape de folie avec le Passo San Bernardo, notamment un col très très long. On sera en Suisse hein, dans une première partie de l'étape. Et l'arrivée au Valle Spiluga Alpe Mota, donc un final là aussi avec une grosse montée, mais vous voyez la descente qui le précède. Là, je pense qu'on peut avoir des coureurs loin au général qui tentent un coup, puisque on terminera par un contre-la-montre individuel à Milan. Un contre-la-montre qui se terminera donc encore à Milan avec une trentaine de kilomètres.
Donc là, voilà, c'est pour les meilleurs grimpeurs, il faudra une belle avance s'ils veulent remporter. On sait que l'année dernière, ça s'est joué sur ce dernier chrono avec Hindley qui était leader et Geoghegan Hart qui avait repris le maillot. On va passer maintenant au start list. Vous avez la start list qui s'affiche ici. Vous pouvez un petit peu voir tout le monde. C'est pas encore officiel pour tout le monde, mais ça nous permet un petit peu de voir les forces en présence. Donc au niveau des équipes engagées, on aura Ineos, l'équipe du tenant du titre bien sûr, mais qui ne sera pas là, le tenant du titre. Ça sera une toute autre start list. L'équipe AG2R, l'équipe Alpecin sur ce grand tour. On aura l'équipe Androni, Astana, Bahrain, Bardiani, Bora, Cofidis, De Koenig, IF et Olo qui est invité sur toutes les courses italiennes, l'équipe Groupama, l'équipe Intermarché, la Israël, la Jumbo, la Lotto Soudal, la Movistar, la Bike Exchange, la DSM, la Kubeka, la Trek et l'équipe UAE. Au niveau du plateau des sprinters, important aussi de les mentionner, on aura de bons sprinters, on aura Elia Viviani, Gaviria, Tim Merlier également qui sera là pour l'équipe Alpecin, Caleb Ewan qui est peut-être le plus gros sprinter de ce Giro, donc à voir ce qu'il pourra faire, mais ça va être la bataille pour le cyclamen. Il y aura également Giacomo Nizzolo, l'italien, qui aimerait bien aller remporter une étape sur le Giro, lui qui est champion d'Europe en plus. Ça serait beau de le voir lever les bras. On aura également le retour à la compétition de Dylan Groenewegen avec son violent accrochage l'année dernière avec Jacobsen sur le Tour de Pologne. Et Peter Sagan qui renaît un petit peu, on l'a vu sur le Tour de Romandie, c'était face à Colbrelli, mais pourquoi pas dans la quête du maillot de cyclamen. On l'avait vu l'année dernière bien aussi sur le Giro, donc pourquoi pas. Maintenant, on va passer à la présentation des favoris. Donc, vous le voyez, j'ai mis des petites étoiles. On va commencer avec le premier, Pavel Sivakov. Donc, en fait, au niveau des cotes, on aura une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Donc, Pavel Sivakov, j'ai mis cote 1 étoile. Donc, voilà, 23 ans. Chez Ineos, il a fini 9ème déjà du Giro en 2019, sans victoire d'étape. Le meilleur grand tour, c'était son Giro en 2019, 9ème. Les atouts qu'on peut noter, c'est sa jeunesse, c'est un coureur quand même à peu près complet, il peut tout bien négocier. Après, son point faible, bien sûr, c'est son manque d'expérience. Il est quand même assez jeune, mis à part voilà, cette 9ème place sur le Giro, on l'a pas trop vu parfait sur d'autres grands tours. Et également Bernal, puisque c'est pas lui le seul leader de l'équipe. Ineos a quand même une énorme équipe. Ensuite, un autre favori, enfin outsider plutôt, c'est Marc Soler, 27 ans quand même, il commence il commence à être dans la fleur de l'âge, Marc Soler. Pour l'équipe Movistar, il n'a jamais participé au Giro, donc pas de meilleur classement, pas de victoire d'étape. En grand tour, il a déjà fait 9ème du Tour d'Espagne 2019. En atout, j'ai pas trop quoi mettre pour Marc Soler, donc j'ai mis enfin sa chance, puisque c'est vrai qu'au sein de Movistar, il avait quasiment jamais sa chance. Et là, on lui a enfin donné un petit peu carte blanche. C'est lui qui va être leader. Donc, à voir ce qu'il peut faire. C'est vrai qu'on l'a jamais vu non plus à la fête sur les grands tours solaires. Donc, lui qui a souvent été équipier chez Movistar. Donc là, il a peut-être sa chance. Et sa faiblesse, c'est son manque de résultats. Parce qu'on l'a pas trop vu depuis le début de saison. Ensuite, dans le même cas de figure, un autre outsider, c'est George Bennett en manque de résultats, comme je l'ai mis. Lui aussi a enfin sa chance, puisqu'il va enfin être vraiment leader. Bennett, lui qui a déjà fait une 8ème du Giro 2018. Il a quand même 31 ans, Bennett, le néo-zélandais. C'est sa meilleure place en grand tour, 9ème du Giro. Il y a 3 ans, donc pourquoi pas. Victoire, je pense pas. Après, un top 10, top 15, c'est fortement jouable pour lui, pour Bennett. Un autre outsider, Esteban Chavez, 31 ans, il revient à la compétition au plus haut niveau, la Chavez cette année, avec de belles performances, notamment des victoires et des belles places aussi. On le voit bien suivre en montagne. Donc Chavez, voilà, deuxième du Giro 2016, 3 victoires d'étape en 2016, 2018 et 2019 pour Chavito. On se rappelle de sa victoire à l'Etna, main dans la main avec Simon Yates. Et il a déjà terminé donc 2 fois sur le podium des grands tours, c'était en 2016, vraiment sur son année incroyable, où il avait aussi remporté le Lombardia il me semble. Donc voilà, un deuxième du Giro, troisième de la Vuelta. Son atout, c'est cette renaissance qu'on lui voit en 2020. C'est vrai qu'en 2021, il est revenu à un niveau de fou. Après, à voir ce que ça fera sur un grand tour. Et sa faiblesse, forcément, c'est qu'Yates est leader dans cette équipe. Yates que beaucoup voient comme le favori peut-être numéro 1. Donc ça aussi, c'est compliqué. Un autre outsider, Davide Formolo, 28 ans pour la UAE, lui qui a déjà terminé 2 fois 10ème du Giro en 2017 et en 2018, avec une victoire d'étape également pour Formolo. 9ème de la Vuelta 2016, c'est son meilleur résultat en grand tour. Ses atouts, c'est son panache, on le voit souvent tenter de belles choses, comme l'année dernière sa victoire sur le Dauphiné. Il a un bon mental aussi, je trouve que c'est un coureur qui s'accroche, qui serre souvent les dents, mais après,
Sa faiblesse là, pour le coup, il est chez UAE et c'est l'équipe, je pense pas qu'il nous fasse une Pogacar comme sur le Tour et ses derniers résultats aussi sur des grandes courses comme ça qui sont pas si incroyables que ça. On sait que voilà, c'est un redoutable équipier, Formolo. Là, j'ai voilà, quand il aura sa chance, savoir ce qu'il peut faire, peut-être aller chercher des victoires d'étape, je le verrai plus comme un coureur pour aller chercher des étapes. J'aurais pu mettre Cepeda aussi, le coureur d'Androni, mais bon, je le vois pas performer sur 3 semaines, Cepeda. Je pense plus qu'il a peut-être cherché une étape, donc on verra. Ensuite, un autre favori comme lui, outsider, mais qui aurait pu être favori, c'est Dan Martin. C'est vrai qu'à 34 ans, ben, c'est un peu l'année ou jamais pour lui aussi, pour Dan. Dans la Israël, on sent qu'il est bien dans cette équipe. Son meilleur classement sur le Giro, bah, c'était il y a plus de 10 ans, donc je l'ai mis, mais c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu. C'était 55e en 2010, sans victoire d'étape. Et ensuite, en Grand Tour, il a quand même fait quatrième de la Vuelta l'année dernière où il semblait très fort. Son atout, bah, c'est son expérience. Forcément, Dan Martin, coureur très expérimenté, j'aurais pu rajouter même son explosivité parce qu'on sait que sur les bosses, euh, il est quand même très fort et aussi un coureur généreux, je trouve, dans l'effort. Après, ses points faibles, eh ben, on l'a vu hein, sur le Tour des Alpes, la descente vraiment, il peut perdre beaucoup de temps. On voit qu'il y a souvent des descentes très piégeuses en plus sur le Giro. Donc voilà, j'ai peur pour Martin et il n'a pas non plus la meilleure équipe avec cette équipe Israël. Donc ouais, Martin, ça peut être compliqué, peut-être un top 10, mais pour la victoire, ça sera quand même difficile. Ensuite, la doublette de la Trek, on va commencer avec Bokeh Mollema, 34 ans, hein, Bokeh Mollema, 5ème lui en 2019, c'est vrai qu'il avait fait une très très belle chose en 2019, jamais de victoire hein, sur le Giro, souvent bien placé, mais jamais de victoire. Troisième de la Vuelta 2011 par contre, et bah, ses atouts, son équipe, puisqu'il a quand même une plutôt bonne équipe, après on ne sait pas qui sera le leader entre lui et Nibali, un peu comme sur ma carrière Trek d'ailleurs, hein, je ne sais pas trop qui c'est le leader sur la Vuelta. Ensuite, bah, l'expérience, c'est un coureur hyper expérimenté. Mollema, il a couvert beaucoup de grands tours. C'est un coureur quand même qui est très très bon. Mais après, on lui a souvent vu des limites sur 3 semaines. On l'a souvent vu dans la compétition pour être quasiment sur le podium, même sur des tours. Et ensuite, on l'a vu craquer souvent en dernière semaine. Et également, j'aurais pu mettre Nibali parce qu'on ne sait pas qui va être le favori. Et Nibali, on en passe. Il est là, Vincenzo, 36 ans. Premier en 2013 et 2016, forcément son meilleur classement. 7 victoires d'étape sur le Giro, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 pour la dernière victoire de Nibali sur le Giro. Au niveau des grands tours, c'est monstrueux. 2 Giro en 2013 et 2016, un Tour de France 2014, une Volta 2010. En atout, bah, j'ai mis son expérience, forcément, et son panache. On sait que c'est un coureur qui a souvent du panache, qui n'hésite pas à attaquer de loin, de tenter de belles choses. Mais voilà, après, il se fait quand même assez vieux et sur des tas de formes, on le connaît pas trop, on le voit pas performer incroyablement. Il revient aussi de blessures, Nibali, donc ouais. Est-ce que ça sera le grand Vincenzo? Honnêtement, je pense pas. On l'a vu aussi l'année dernière sur le Giro, il n'était pas hyper bien alors qu'il aurait pu être dans les favoris avec le plateau qu'il y avait l'année dernière. Donc voilà, c'est vrai que Nibali, je le vois pas comme le plus gros des favoris. On va maintenant passer aux outsiders, mais qui peuvent aller peut-être titiller les meilleurs, voire créer des surprises. On va commencer avec le portugais Joao Almeida, 22 ans, très jeune hein, forcément pour l'équipe de Koenig, quatrième lui en 2020, sans victoire d'étape et quatrième du Giro où il a craqué vraiment dans la toute dernière semaine. Hein. Il était très très solide à Almeida. Ses atouts, c'est son âge, voilà. Il est jeune, lui, forcément, donc ça peut être un atout. Et aussi, c'est un coureur un peu passe-partout, c'est vrai qu'il grimpe bien. C'est un bon puncher aussi. Il passe bien les petites bosses. C'est un très bon rouleur, donc voilà, c'est vrai qu'il peut passer partout et peut-être limiter la casse comme ça et peut-être voilà grappiller des places aussi. Après, ses faiblesses, c'est sa limite en haute montagne. Hein. L'année dernière, on l'a vu, dès que la route s'est élevée, il a craqué. Pour moi, Almeida, c'est plus un coureur de course de une semaine, comme sur Tirreno, comme sur le UAE Tour en début de saison, où il peut plus performer, mais dès que la route vraiment commence à s'élever, qu'on monte au-dessus des 2000 mètres, je pense que Almeida, c'est compliqué. Mais je le mets quand même en 2 étoiles parce que sa quatrième place de l'année dernière, je pense que ça tend à progresser, donc peut-être créer des surprises pour Almeida. Ensuite, le deuxième, un petit peu dans ce cas-là, c'est Peyo Bilbao. Lui qui sera pas le leader hein, de cette équipe, ça sera un peu un second couteau. Mais il fait quand même une très très belle saison, Peyo Bilbao. 31 ans pour la Bahreïn. Il a déjà fait cinquième lui en 2020. Il avait remporté 2 étapes chez Astana en 2019. Et son meilleur résultat en grand tour, c'est le cinquième du Giro. Donc, ses atouts, comme je l'ai mis, un dernier résultat, puisque
On l'a vu sur le Tour des Alpes, très très bon. Et dernièrement, voilà, il est quand même plutôt pas mal, Pello Bilbao. Et son expérience, 31 ans, c'est encore quand même qui commence à avoir un peu d'expérience. Il a déjà, voilà, il a déjà couvert quelques grands tours. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai placé un petit peu comme ça. Et ensuite, sa faiblesse, c'est que c'est pas lui le leader. On aura un Mikel Landa qui sera vraiment en mission peut-être pour aller remporter enfin un grand tour, un petit peu le grand tour qu'il a révélé en 2015 où il avait pris la troisième place derrière son coéquipier Fabio Aru. Donc voilà, voir Bilbao ce qu'il peut faire, mais je pense qu'il peut aller pourquoi pas faire le top 10 et être un énorme lieutenant pour Landa. Et même si Landa abandonne ou s'il y a un souci de Landa ou que Landa n'est pas en forme, il peut aussi prendre le leadership, l'ami Bilbao. Un autre, alors j'ai hésité à lui mettre 2 ou une étoile, mais voilà, je l'ai mis en 2 étoiles, je sais pas trop ce que ça vaut, c'est Emmanuel Buchmann, 28 ans pour la Bora. Il n'a jamais fini de Giro, Buchmann, donc forcément pas de victoire, mais quatrième du Tour 2019 quand même. Ce qui nous a prouvé, et d'ailleurs il y a une petite faute, c'est qu'il a déjà été solide sur 3 semaines, l'ami Bourgman, puisqu'il a fait quatrième du tour, mais après, depuis, il est un peu en manque de résultats, on le voit pas trop, donc est-ce qu'il pourra revenir au plus haut niveau? Mais voilà, je pense que quand un corps a déjà confirmé comme ça, il peut revenir et ça peut être une bonne surprise, je pense, Emmanuel Bourgman sur ce Giro, c'est pour ça que je lui mets ces 2 étoiles. Remco Evenepoel. Alors tout le monde l'attend, c'est vrai que l'année dernière on l'attendait aussi, 21 ans hein, pour Remco. Il a jamais fait de grand tour. Donc c'est vraiment le flou pour lui. Pas de victoire d'étape forcément en grand tour, il n'en a jamais fait. Et son atout c'est sa jeunesse et tout ce qui en suit derrière parce que c'est un coureur vraiment qui a été énormément prometteur. Après l'expérience, les faiblesses, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Il y a son manque d'expérience en grand tour, on ne sait pas ce qu'il vaut. Son état de forme, il n'a pas couru depuis sa chute sur le Lombardia l'année dernière. Donc on ne sait pas où c'est qu'il en est, Evenpool, même si beaucoup le placent comme le favori du Giro. Il a également, à mon avis, il va avoir vraiment peur des chutes, comme on avait pu le voir avec Nibali, hein, quand il avait fait sa chute sur les JO en 2016. On le voyait plus hésitant dans les descentes. Evenpool, il va peut-être être très hésitant là aussi dans les descentes, sachant qu'il y a des descentes très dangereuses quand même sur le Giro. Voilà, Evenpool. Je l'ai mis 2 étoiles, c'est peut-être plus pour vous faire plaisir à vous. Moi, j'aurais peut-être mis juste en une étoile, en fait. Et je sais pas, après, il peut peut-être créer la surprise, mais on n'a aucune idée sur son état de forme, donc je sais pas trop. Allez, un autre leader en 2 étoiles, c'est Jay Hindley, 24 ans pour le team DSM. Deuxième l'année dernière, une énorme victoire d'étape. Et deuxième du Giro, forcément. Son atout, bon, j'ai mis expérience du Giro parce que c'est pas un coureur qui a simplement fait un Giro, il allait chercher une victoire d'étape, il a pris le rôle de leader alors que c'était pas du tout lui de base. Il s'est quand même révélé, il a fait deuxième de ce Giro, même s'il y en a qui disent que c'est un Giro un peu à la baisse l'année dernière. Il fallait aller chercher cette place. Il était en lice pour la victoire jusqu'au dans la dernière journée sur le chrono où il était parti en rose. Donc voilà, c'est un coureur jeune aussi, 24 ans. Mais sa faiblesse, c'est qu'il n'est pas leader unique. Et sur le Tour des Alpes, je ne l'ai pas senti à son meilleur niveau, Jay Hindley, même depuis le début de saison. Donc, est-ce qu'il reviendra comme l'année dernière? Je ne sais pas. Et il y aura Romain Bardet qu'on verra un petit peu plus tard. Ensuite, un autre leader comme ça, un peu 2 étoiles, c'est Daniel Martinez pour le team Ineos, 25 ans hein, pour Martinez, 89e en 2016, donc bon, c'est comme pour Martin tout à l'heure, hein, c'est des résultats anecdotiques, mais voilà, il fallait le mettre parce que c'est son seul Giro, je crois. Pas de victoire d'étape, et en grand tour, 28e du Tour 2020, sachant qu'il n'avait pas joué la victoire parce qu'il était allé chercher une étape magnifique au Puy-Marie. Ses atouts, c'est son équipe parce qu'il est chez Ineos, donc forcément énorme équipe en haute montagne colombien, donc forcément il a cette condition. Après, il n'est pas leader et on ne sait pas ce qu'il vaut sur 3 semaines. C'est pour ça que j'ai mis ce petit 3 semaines avec un point d'interrogation. On ne sait pas ce qu'il vaut, mais je pense que ça peut être vraiment le meilleur adjoint de Bernard, de Bernal, le meilleur lieutenant. Et si Bernal, il lui arrive un truc un peu comme Peyo Bilbao en fait, c'est pour ça que les deux je les ai mis là. S'il lui arrive un truc, il endossera peut-être mieux le leadership que Sivakov. Donc à voir. On va maintenant passer au gros favori. On va commencer avec Egan Bernal, 24 ans pour Egan, encore en lice pour le maillot blanc forcément. Jamais de Giro. Il devait le faire hein, l'année où il a gagné le Tour, mais il avait chuté, donc jamais de Giro pour lui. Il a quand même remporté le Tour 2019.
ça, c'est important. Ses atouts, bah, c'est son équipe quand même, hein, une équipe plutôt intéressante, comme on l'a vu, Martinez, Sivakov, on aura du Ivan Sosa aussi, que j'ai pas mis là dans les outsiders. La haute montagne, ben voilà, un Colombien, on l'avait vu quand il avait gagné son tour, c'est qu'il était parti en haute montagne, hein, donc très clairement les 2 étapes où il attaque sur le final du tour, c'est en haute montagne qu'il était le plus solide, mais ses faiblesses, c'est son dos. On connaît pas, s'il va pouvoir tenir sur ces 3 semaines. Depuis le tour l'année dernière, c'est vrai que c'est un petit peu le flou et ses repères, même si, hem, ça en découle un peu de son état de forme, mais même si on l'a vu faire un bon début de saison sur le Tour de la Provence, sur, Tirreno, est-ce qu'il pourra tenir 3 semaines Egan Bernal? Ça, c'est la question, mais il y en a beaucoup qui le placent comme leur favori numéro 1. Ensuite, un autre favori, et moi, c'est peut-être mon favori number one, hein, ce mec-là, c'est Hugh Carty, 26 ans, 11e en 2019 de ce même Giro, troisième de la Vuelta l'année dernière, alors qu'on l'entendait pas trop, une forme qui a l'air assez croissante, je sens qu'il monte en force, Carty, et j'aurais même pu mettre que, ben, on l'a déjà vu sur 3 semaines, hein, l'année dernière, sur la Vuelta, où il a été fort, il avait bien négocié le chrono aussi, il avait quand même remporté l'étape de l'Angliru, mais la faiblesse, c'est son équipe. C'est vrai qu'il est loin d'avoir la meilleure des équipes, l'ami Hugh Carty, mais pour moi, ça peut quand même être un énorme favori et peut-être c'est pour moi, c'est peut-être lui, hein, qui crée là vraiment la grosse surprise. Allez, on en a un peu parlé tout à l'heure. Mikel Landa, 31 ans pour le coureur de l'équipe Bahreïn. Troisième en 2015, Mikel Landa. Donc forcément, on n'a même plus besoin de le présenter à Mikel Landa. Troisième en 2015 sur ce Giro. Trois victoires d'étape sur le Giro également en 2015 et 2017. 2017, il avait remporté le maillot Azzurro de meilleur grimpeur. Troisième du Giro 2015, c'est son meilleur résultat en Grand Tour. Il a déjà fait beaucoup de top 10 aussi, hein, sur les autres Grands Tours. Deux fois quatrième du Tour aussi. Et ses atouts, ben, j'ai envie de dire un petit peu l'année ou jamais pour lui. Parce que c'est vrai que 31 ans, Mikel Landa, il a quand même une plutôt belle équipe là. Donc peut-être c'est l'année où il doit remporter ce Grand Tour. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de contre-la-montre qui le désavantagerait. Donc j'aimerais bien le voir. Après, son état de forme, on le connaît pas trop, hein, Mikel Landa, c'est vrai, peut-être un peu juste, mais après c'est un coureur avec du panache lui aussi, hein, un peu à la Nibali, c'est des coureurs qui aiment bien attaquer de loin, on l'avait vu sur le 2010, sur le Tour 2019, où il a été souvent sorti euh, de loin, Landa, donc voilà, intéressant, et il est vraiment le leader de cette équipe, donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire. Ensuite, un autre jeune, Alexander Vlasov, 25 ans, le coureur d'Astana. Meilleur classement, bah, il n'a pas terminé en 2020, donc on va dire jamais terminé en 2020 alors qu'il était leader. Ensuite, il avait fait 11e de la Volta, donc bon, son meilleur résultat en Grand Tour, on va le mettre un peu entre parenthèses, c'est un très très bon résultat, mais il devait faire le Giro, il avait abandonné le Giro et dans la foulée il s'était inscrit sur la Vuelta, donc il n'était pas non plus à mon avis à 100%, c'est pas un Grand Tour qu'il avait préparé, donc peut-être qu'il aurait pu faire mieux, hein, s'il avait préparé. Ensuite, on voit que c'est sa forme du moment. Sur le Tour des Alpes, on a senti qu'il était vraiment en très très grande forme, Vlasov. Et je pense il peut être très très solide cette année. Mais sa faiblesse, c'est son manque d'expérience en Grand Tour. Il n'a jamais euh, été vraiment là pour jouer la victoire sur un Grand Tour. Donc, est-ce que ça va pas lui porter préjudice? Est-ce que voilà, il faudrait pas peut-être qu'il joue cette année le truc avant pour aller faire une place d'honneur et pour revenir dans quelques années et aller chercher un Grand Tour? Je pense que ça serait plus ça, mais pour moi, gros favori, Vlasov également. L'avant-dernier, avant que je passe un peu à mon favori coup de cœur, c'est Simon Yates, 28 ans, Bike Exchange pour Yates, hein, qui est dans cette même équipe. Son meilleur classement, c'était en 2019, 8ème du classement général, où il avait un peu envoyé un coup de pression à tous ses adversaires, mais il a terminé 8ème. Simon, 3 victoires d'étape lors de cette année folle en 2018, où il remporte la Vuelta, mais où il était en passe, hein, de remporter ce Giro. Il a craqué sur l'étape où Froome a fait ce coup incroyable. Et là, il avait perdu énormément de place, Yates. Donc, son atout, bah, c'est son expérience. Forcément, il a quand même fait pas mal de tours. 28 ans, il commence un peu à être dans le bon âge, on va dire, pour bien bien performer. Et sa forme du moment, on sent qu'il est bien monté. On l'a vu limite imbattable sur le Tour des Alpes, où il était vraiment un cran au-dessus de tout le monde. Mais sans faiblesse, un peu limite comme en 2018, j'ai envie de dire, c'est peut-être qu'il est en forme trop tôt, Yates, parce que on l'a vu, on a vu que les autres coureurs que je vous ai présentés précédemment montaient en forme sur le Tour des Alpes. Lui, on l'a déjà vu,
hyper fort. Donc soit il est vraiment hyper fort et il va conserver cette forme, soit il est en forme légèrement trop tôt comme en 2018 et il va craquer sur la dernière semaine. Donc on a pas mal d'interrogations sur ça au niveau de Yates. Et le dernier, c'est mon coup de cœur, c'est Romain Bardet, 30 ans pour le team DSM. Il a jamais fait le Giro, Romain Bardet, donc il va le découvrir. Lui qui n'a jamais remporté d'étape, forcément, mais deuxième et troisième du Tour déjà, en 2016 et 2017. Ses atouts, c'est son équipe. Il y a quand même une équipe qui est très très bien rodée côté DSM, avec Jay Hindley, avec Nico Dins, Nikias Hand, Chris Hamilton, Max Canter, Nicolas Roche ou Michael Storer. C'est plutôt quand même une très très belle équipe. Son état de forme a l'air bon, on l'a vu sur le Tour des Alpes, mais je pense qu'en plus il revenait de stage avec Hindley, donc je pense qu'ils vont monter en forme et en troisième semaine ça peut être dévastateur, sachant que troisième semaine c'est la plus importante sur le Giro, c'est souvent là qu'on a des défaillances et des retournements de situation de fou, donc j'ai hâte de voir ça, mais après il n'est pas leader unique, il y a Jay Hindley, donc comment ils se partageront tout ça, c'est à voir. Moi j'ai envie de le voir performer, Romain Bardet, en plus vous savez, DSM c'est mon équipe préférée, donc j'ai envie de le voir performer, un coureur que j'adore dans mon équipe préférée. Donc hâte de voir ça. Maintenant, on va passer à la partie sondage. Voilà, j'avais mis un petit sondage dans la semaine dans l'onglet communauté sur le Discord. Vous avez été plus de 500 à répondre à ce sondage, je crois 530, un peu plus de 530 réponses, où je vous avais demandé qui pour la victoire finale, ce petit sondage. Et vous voyez, on a quand même des favoris qui se dessinent avec 125 votes pour Yates, 99 pour Bernal. Et ensuite, on ressent qu'il y a un plateau un petit peu serré, comme je vous l'ai dit, avec 55 pour Landa, 49 pour Bardet, 43 Kartik, 42 Vlatsov, 32 Evenpool, 30 Hindley, 12 Almeida, 10 Martinez, Sivakov avec 7 votes, Bourman, Bilbao, Mollema, Chavez, Nibali, Martin. Et il y en a quand même un qui a voté pour Marc Soler. Donc il y en a un qui est confiant sur Marc Soler. Je sais pas qui c'est, mais bon, voilà, bien vu en tout cas d'avoir mis Soler. Donc après voilà, on a quand même les gros favoris qui ont plus de 30 votes. Il y en a beaucoup qui votent Evenpool. Et regardez, ça se ressent aussi dans les cotes des bookmakers. Ça c'est au niveau des cotes, hein, vraiment sur Unibet, ouais, j'ai pris ça et on voit un petit peu comment ça se décante au niveau des favoris. Et, bien sûr, Bernal, numéro 1. Il y a énormément de personnes qui pensent que Bernal peut le faire. C'est la cote la plus faible. Ensuite, on a Yates et Evenpool. Donc, c'est vrai que Evenpool aussi est beaucoup attendu. Avec Bourman, qui a une belle cote. Psivakov, Vlatsov, Landa, Carty, Almeida, Martinez, Hindley, Nibali, Bennett. Bon, McNulty y est, mais il n'est pas sur la start list a priori du Giro, du moins je ne l'ai pas vu en tout cas. J'avais vu Formolo, mais pas de McNulty, on aurait du Dombrowski, du Conti, mais pas lui, donc McNulty on peut un peu l'enlever. Molema, Peyo Bilbao, Marc Soler, et je crois que ouais voilà, Romain Bardet à 51 à la cote, donc c'est assez énorme, donc bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont confiance en tout cas à Romain Bardet. Maintenant, on va regarder la dernière partie, qui pour succéder à Tao Geoghegan qui s'est imposé l'année dernière devant Hindley et Kelderman, le podium Sunweb. Est-ce que cette année, on aura une nouvelle victoire du Team Ineos de Egan Bernal? N'hésitez pas à redonner vos favoris dans les commentaires. En tout cas, vous avez vu le sondage, c'est à peu près cohérent avec ce que j'ai dit. Même si voilà, finalement, vous n'avez pas été si chauvin que ça. Vous avez été 49 sur un peu plus de 530, je crois, à voter pour Bardet. Donc ça montre que pas tout le monde est chauvin. En plus, Bardet peut faire de belles choses. Donc voilà, c'est à peu près logique. Et voilà, vous voyez le podium, enfin le top 10 des 10 dernières années, enfin les vainqueurs des 10 dernières années. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir un beau Giro. Moi j'adore ça. Ceux qui demandent, ça sera à suivre, je crois pas sur Eurosport, la chaîne, sur l'appli, donc c'est le player je crois. Mais moi j'ai l'appli GCN, donc je vous conseille, après je sais que c'est peut-être pas dans le budget pour tout le monde, moi j'avais pris l'abonnement découverte, donc du coup j'avais pu avoir l'offre un petit peu de découverte et j'avais pas payé si cher que ça, mais c'est vrai que GCN est ultra bien fait, vous avez toutes les courses que vous pouvez regarder sur votre téléphone, sur votre télévision connectée, sur votre ordinateur, vous avez quasiment toutes les courses, les hommes, les femmes, il y a même les cyclocross, vous avez accès au replay, vous avez des documentaires et tout, donc c'est vrai que c'est quand même assez cool. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo, les gars, vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à dire un petit peu peut-être ce que j'ai oublié dans la vidéo,
ou faire, donner vos favoris, voilà, redonner un petit peu vos favoris et moi je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.